enchaîner avec une table ronde. Alors, c'est soit l'IA pour tous, tous pour l'IA, ou l'IA pour toutes, tous pour l'IA. Et du coup, je vais demander dans quelques instants aux intervenants de venir s'installer. On va faire une petite pause, vous allez pouvoir vous installer. Et je vais laisser l'animation à Peggy Vicomte, qui est déléguée générale de la Fondation Femmes at Numérique. Bonjour à Oui, toutes et bonjour à tous pour cette nouvelle session lors de la journée l'IA pour tous, tous pour l'IA, avec la Fondation Femmes at Numérique. Donc, nous sommes accueillis ici au Collège de Paris pour une nouvelle session avec 4 nouveaux et nouvelles intervenants. Donc, je suis Peggy Vicomte, déléguée générale de la Fondation Femmes at Numérique, et je suis ravie d'être en votre présence aujourd'hui. La Fondation Femmes at Numérique est présidée par Elisabeth Moreno, ancienne ministre à l'égalité femmes-hommes. Nous regroupons une quarantaine d'entreprises et une cinquantaine d'associations pour travailler à plus de représentation et de représentativité dans les métiers et les filières du numérique. Ce sujet est très important. Nous allons vous l'expliquer pendant 1 heure. Nous avons sensibilisé au sein de la Fondation 25 000 élèves en soutenant des associations d'intérêt général. Et donc, en suivant cette table ronde jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi il est très important de parler d'IA pour toutes et non d'IA pour tous uniquement. Donc, je suis ravie de passer cette heure avec vous. Camille Salinesi, bonjour. Vous êtes vice-président des affaires internationales de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes également co-directeur de l'Observatoire de l'intelligence artificielle au sein de l'université. Nous sommes ravis de vous accueillir. Viola, vous êtes en ligne, il me semble. Bonjour. bonjour. Vous êtes professeur spécialiste des sciences humaines en communication et vous êtes notamment spécialisé sur tous les sujets d'IA et d'éducation. Et donc, nous allons y revenir avec vous tout à l'heure. Merci de vous joindre à nous. Olivier Delagarde, bonjour. Vous êtes président du Collège de Paris, donc qui a organisé en partie cette journée aujourd'hui avec nous. Merci de votre présence. Et Ouyanadaya Bakos-Douali, bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Nous allons le voir, mais vous faites partie de l'exception, puisque vous faites partie des 16% de chercheuses femmes en sciences de l'information. Donc, merci à tous d'être là. Pour aller dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser une question. J'imagine que vous connaissez Sam Altman, fondateur d'OpenAI. Mais est-ce que vous connaissez Mura Murati? Eh bien, Mura Murati, en fait, c'est la CTO d'OpenAI. Donc, le Times la considère comme en fait l'inventrice de ChatGPT. Je pense que quand on va regarder les articles sur Sam Altman dans les médias et les articles sur la conceptrice de ChatGPT, on va avoir un problème de représentation et de représentativité. Elle est carrément, je pense qu'on peut le dire, invisible dans les médias. Elle ne le sera peut-être plus totalement puisqu'elle est en train de créer une nouvelle entreprise. Elle est partie d'OpenAI. Je pense que c'est important de vous le signaler. C'est pour ça qu'on a appelé cette table ronde l'IA pour toutes, pour remettre en visibilité ce qui se fait aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle. La première question pour vous, elle est pour vous, chère Camille. En réalité, l'IA, ce n'est pas si nouveau que ça. La programmation, la modélisation, l'algorithmie, on la connaît depuis un certain nombre d'années. Vous la travaillez, c'est d'ailleurs votre discipline de formation, si je puis dire. Cependant, quand on a préparé cette intervention, on a parlé ensemble d'une autre façon de voir les choses que la simple programmation informatique. Si je parle d'humanité numérique, qu'est-ce que vous pouvez me répondre? Alors merci pour ce point d'intention concernant la visibilité des femmes dans le monde de l'informatique en général et de l'intelligence artificielle en particulier, qui me semble être un point important et une porte d'entrée importante pour toute une série de sujets. Alors, pour répondre à votre question, j'ai plusieurs casquettes, comme vous l'avez souligné. Et d'abord, je vais y répondre avec une première casquette, qui est celui du chercheur en sciences de l'ingénieur, particulièrement en génie logiciel. Je pense que pour beaucoup de chercheurs en informatique, en génie logiciel comme moi, ou en ingénierie système, il n'aura pas échappé qu'il y a un décalage, un mouvement qui est en train de se faire, là où pendant
près de 70 ans, nous avons travaillé, œuvré à l'élaboration de méthodes, techniques et outils, recherche sur ces méthodes, techniques et outils pour des ingénieurs, de manière à construire des systèmes fiables. Aujourd'hui, le sujet en matière d'intelligence artificielle, ça n'est plus du tout la fiabilité, mais l'élaboration de systèmes de confiance, la prise en compte de problématiques d'éthique, de transparence ou d'explicabilité. Or, cette transition, elle est extrêmement importante parce que jusqu'à présent, ce que l'on savait faire, c'était construire des systèmes qui avaient des propriétés que l'on savait prouver. Et aujourd'hui, ce que l'on s'aperçoit, c'est que dès l'instant que ces systèmes comportent des briques technologiques qui relèvent de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle et non plus des systèmes pensés algorithmiquement, on ne sait plus s'engager sur ce que l'on va fournir, ce que l'on va faire. Alors, les questions sont évidemment nouvelles et donc, ces questions nouvelles, on est obligé de se les poser avec des chercheurs qui sont des chercheurs d'autres disciplines et particulièrement des sciences humaines et sociales. Et j'ai une chance assez importante, assez phénoménale, assez unique, d'être dans une université qui est une université de sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que je suis avec des juristes, des politistes, des chercheurs en sciences de l'information et de la communication. Moi, je suis chercheur en informatique, ce qui n'est pas du tout la même chose, en économie, en sciences du management, en philosophie, en histoire, en archéologie, et ainsi de suite. Or, ces chercheurs dans ces autres disciplines se posent des questions qui ne sont pas du tout des questions. Ils observent aujourd'hui l'intelligence artificielle comme phénomène de société, avec une approche anthropologique de l'intelligence artificielle. On a parlé de l'humain au centre. Il me semble que c'est bien ce que font les chercheurs en SHS. Et donc, les questions qui se posent sont évidemment les questions des libertés, de l'inclusion, des communs, des discriminations ou de la circulation, de la croissance, des pouvoirs, des inégalités, des solidarités, etc. Alors, si on revient à la question que vous me posiez relativement à la présence des femmes et donc de ce que les humanités peuvent nous dire relativement à la prise en compte de la question de genre, en réalité, puisque c'est le genre, le sujet en SHS, eh bien, il me semble qu'il est important de se poser la question de ce que fait l'intelligence artificielle à nos systèmes. Eh bien, ce que fait l'intelligence artificielle au système que construisent les ingénieurs, c'est reproduire et amplifier toute une série de biais. De biais qui existent déjà dans la société, de biais qui se matérialisent par des discriminations. Et il se trouve qu'en sciences de l'ingénieur, ce que l'on a l'habitude de faire, en fait, pour éviter de se retrouver avec des externalités négatives de nos systèmes, eh bien, c'est de s'assurer que les différentes parties prenantes sont réellement interrogées ou consultées lors de la conception de nos systèmes. Quand on parle de parties prenantes en sciences de l'ingénieur, on parle des personnes qui peuvent impacter la construction des systèmes ou qui peuvent être impactées par la construction des systèmes. Si on ne les interroge pas, si on ne s'interroge pas sur le contexte d'utilisation, l'usage qui va être fait des systèmes, si on ne se préoccupe pas des intérêts qui sont souvent divergents de ces différentes parties prenantes, eh bien nécessairement, on va créer des déséquilibres, on va créer des biais et in fine, on va créer ce qui nous intéresse aussi beaucoup, des discriminations. Et un autre aspect important dans la prise en compte de la parole de ces différentes parties prenantes, c'est du fait que les avis et les intérêts ne sont pas forcément convergents. À un moment donné, on va se préoccuper ou être préoccupé par le fait que si l'on essaye de résoudre les problèmes posés par certains biais, puis d'autres biais. Donc on peut parler de biais et de discrimination vis-à-vis des femmes, de biais de discrimination vis-à-vis de personnes porteuses de handicap, vis-à-vis d'origine ethnique ou de croyances religieuses. On va se retrouver dans un système dans lequel résoudre les problèmes générés par l'IA, les problèmes de biais générés par les technologies d'IA vis-à-vis de ces différents sujets, va finir par créer des conflits qui vont être difficiles à résoudre. C'est-à-dire que si on arrive à débiaiser l'IA pour les femmes, on va peut-être augmenter les biais vis-à-vis des autres catégories.
Et ça va être des sujets qui vont être importants, que l'on sait traiter en ingénierie classique, hein, mais voilà, qui se posent de manière nouvelle dans le monde de l'intelligence artificielle. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant, mais qu'on ne peut pas ne pas se poser ces questions-là avec cette démarche-là. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, on ne considère pas l'intelligence artificielle uniquement comme de la programmation. On parle d'humanité. On se dit que tout est question d'équilibre, comme bien souvent. Et en réalité, moi, ce qui m'interpelle, et je vais m'adresser à vous, chère Viola, c'est en fait, on a un champ lexical qui est très particulier en termes d'intelligence artificielle, qui a tendance à s'humaniser, tout ce qui pourrait nous plaire en un sens peut-être. On est passé de chatbot à assistant IA, puis maintenant on parle d'agents conversationnels. Les agents ont des prénoms, bien souvent des prénoms féminins. Nous parlons de conversation, d'hallucination, d'apprentissage. Vous qui êtes spécialiste de la communication et de l'éducation, comment vous voyez ce sujet justement où on se dit qu'il faudrait plus d'humanité dans le numérique et en même temps, a priori, on en voit plus et on n'est pas content malgré tout. Comment vous voyez les choses et est-ce que vous rejoignez l'avis de Camille Salinesi sur le sujet? Totalement. Je crois qu'effectivement, j'entends ma voix. Est-ce que ça monte pour vous? Est-ce que le son, c'est OK? La régie nous dit qu'on est bon, donc vous pouvez On est bon? poursuivre. OK. Oui. Alors, je vais juste baisser un peu mon son parce que je m'entends très fort. Alors, ça va mieux. Donc, effectivement, je rejoins parfaitement cette appréciation. Au bout du compte, et je tiens à préciser que moi aussi, je suis en réalité, je navigue entre différents univers, puisque je suis au Collège de Paris comme au niveau des doctorants. Et par ailleurs, je suis à l'Université de Genève, et plus spécifiquement au Centre universitaire d'informatique. Alors, j'ai fait de la programmation, mais ma spécialité, c'est plus la partie humaine, comme vous dites, et aussi, je suis sociolinguiste à la base. Et peut-être dernier point, quand je n'enseigne pas, je fais des audits dans différents établissements scolaires avec des normes qui sont appliquées. Et donc, forcément, c'est un petit peu un constat à la fois académique, mais aussi que je vais partager à l'instant. C'est vrai que aussi l'IA c'est une idée vieille finalement. Aristote parlait déjà de l'idée que la machine puisse penser, ou qu'on puisse savoir avec Alan Turing, avec les expérimentations et puis le terme IA qui a été inventé par des chercheurs justement dont Alan Turing dans les années 50. On voit bien que finalement l'idée de base est assez ancienne de pouvoir aussi combiner la machine avec l'humain. Après, si maintenant nous regardons ce qui s'est passé avec le web finalement, ça fait 35 ans qu'il existe et le web a évolué de manière spectaculaire et nous n'aurions pas la discussion sur l'IA aujourd'hui que nous avons si le web ne s'était pas développé de la sorte. Donc, finalement, c'est une question de données. Quelles sont les données qui sont disponibles? Comment est-ce que ces données qui ont été mentionnées tout à l'heure se développent? Juste hier, il y a une nouvelle qui est sortie, comme quoi Gemini, donc l'IA de Google, avait conseillé à un étudiant de se suicider. Et puis, en réalité, cet étudiant était complètement affolé. Pourquoi est-ce que l'IA nous dit ça? Donc, on voit bien que l'idée de Blade Runner, les films des années 50, où on voyait un policier courir après des réplicas, donc des humains qui étaient en réalité des robots. C'est une idée, mais on s'approche quand même dangereusement de cette réalité aujourd'hui. Et la question ensuite, c'est aussi une question d'inclusivité.
puisque on sait que dans le monde, il y a plus de 7000 langues et que ces langues sont pour certaines écrites et que 50% environ des langues s'écrivent en réalité. Que les autres sont plus inventées, qu'il y a des projets maintenant menés par M. Zuckerberg ou d'autres, Facebook et Meta, pour voir comment mieux développer des modèles qui prennent correctement en compte l'oralité lorsqu'il n'y a pas de forme écrite qui existe. Ils sont testés des projets avec une langue qui s'appelle le Hacking, qui est donc parlée en Chine, par exemple. On voit bien qu'il y a finalement effectivement des défis par rapport aux données disponibles et la qualité de ces données et la responsabilité de ceux qui publient ces données. Bien sûr, il a été mentionné la loi sur l'IA de l'Union européenne. C'est la première en la matière, c'est intéressant. Donc, il y a un niveau de danger. Mais je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que ces dangers sont définis. Par exemple, vous avez les deepfakes qui sont considérés comme un danger de niveau 2. Pour moi, franchement, Viola, est-ce que vous nous entendez? je m'interroge parce que c'est quand même... Viola, est-ce que vous nous entendez? Parce qu'on ne vous entend plus du tout. Et aussi qui sortent suite à ces différentes publications, on voit que ça dépasse largement le niveau 2. Et on est plus dans est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que là, au niveau de la régie, on peut couper l'intervention de Viola et nous laisser continuer en plateau? C'est possible? C'est bon pour vous? Merci beaucoup. Donc, on va toutes nos excuses pour cet petit incident technique, mais on n'arrivait plus à entendre Viola sur le plateau. Donc, on poursuit avec Ouyana Daya. On est content de vous avoir en présentiel. On aura peut-être moins de complications à vous entendre. Sur le sujet en fait de l'insertion des femmes dans les filières du numérique, la Commission européenne nous a communiqué un chiffre. 9 milliards d'euros, c'est le gain par an de PIB que nous aurions si les métiers du numérique étaient exercés en pleine mixité. Donc on voit à quel point on pourrait gagner non seulement évidemment en éthique, donc on pourra revenir sur le mot d'éthique, c'est quoi l'éthique dans nos filières, mais on pourrait également gagner en compétitivité. Et nous avons la chance en plateau d'avoir une rôle modèle finalement, puisque vous faites partie du pourcentage minime des personnes des femmes qui ont choisi d'exercer dans cette filière d'activité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours, comment vous êtes venu cette idée d'orientation et quelles sont les difficultés peut-être ou pas auxquelles vous avez été confrontés? Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Alors moi, j'ai fait une maîtrise en sciences de gestion et notamment en finance à l'université Saint-Joseph de Beyrouth au Liban, donc mon pays d'origine. Et pendant cette période, j'ai fait pas mal de stages dans les banques et tout. Donc j'étais spécialisée en finance. Mais je me suis dit à un moment, pourquoi pas explorer les technologies dans la finance et plus précisément dans les banques commerciales, là où j'avais fait mes expériences. Et c'est là où je me suis inscrite en master conseil et recherche à l'IAE de Nantes, en France. Donc j'ai fait un premier pas de sortir de mon pays d'origine et de venir. Donc il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est là où j'ai connu le management des systèmes d'information. Et j'ai travaillé sur les technologies de l'intelligence artificielle, plus précisément de l'apprentissage automatique, au service de la conformité réglementaire, et plus précisément comment les technologies de l'IA peuvent aider pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des banques commerciales, notamment dans les pays en développement et tout. Des difficultés, bien sûr. Je suis encore jeune et je suis étrangère.
et je suis femme, donc voilà, trois difficultés. Ça, c'est un peu au niveau personnel, sortir de sa zone de confort, trouver les nouvelles repères. Donc, il faut s'habituer au niveau culturel, environnemental et tout. Plus le niveau, si vous voulez, le côté professionnel, c'est un sujet qui est très sensible. Il y a un défi côté technologie de l'intelligence artificielle, à les comprendre parce que moi, je n'avais pas cette base technique. Et d'un autre côté, le défi de comprendre la conformité, qui est un domaine assez complexe. Oui, c'est un domaine qui est en constante évolution et aussi de plus en plus avec toutes les tensions géopolitiques dans le monde, les guerres et tout, ce qui fait qu'il y a encore plus aujourd'hui des réglementations, des exigences de conformité en matière de règlement et tout. Et aussi, la grande difficulté, c'était de trouver le terrain. J'ai fait une méthode qualitative, donc trouver les experts dans le domaine pour aller poser les questions, travailler avec eux, interagir, leur aussi rassurer que tout ça, c'est pour notre bien, pour le bien de la société, et c'est pas pour les utiliser pour attaquer votre banque, parce que c'est quand même un sujet assez sensible au niveau juridique, stratégique, opérationnel. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous poser une question assez directe. Oui. Est-ce que vous pensez que votre genre, le fait d'être une femme, ça vous a, vous avez rencontré des difficultés pour faire vos recherches, pour être sélectionné dans ce type de formation, ou au contraire, le fait qu'il y ait peu de femmes, finalement, certains établissements ou certaines personnes vous ont accueilli les bras ouverts? On va en reparler après aussi. Je ne sais pas, pour vous dire un peu la vérité, peut-être au début, moi aussi, j'avais pas. Peut-être c'est ça le problème des femmes, c'est que parfois on n'a pas vraiment la confiance en nous. Mais après, il y avait parfois des personnes qui me regardaient un peu. Oui, vous êtes encore jeune, femme. Ces domaines sont complexes pour vous un peu. Mais j'ai pas eu vraiment des harcèlements ou quoi que ce soit. Ça a bien passé. Mais c'est vrai que je pense que c'est à nous aussi, les femmes, de dire mais on peut et on veut et il faut. Moi, j'avais pas vraiment les bases qui me permettent de faire une thèse sur l'intelligence artificielle et les technologies de l'apprentissage automatique, mais il faut oser lire. Il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous permettent d'aller foncer dans les sujets qui nous intéressent le plus. Merci pour ce témoignage. On va revenir sur votre projet de recherche tout à l'heure. Olivier Delagarde, donc vous êtes président du Collège de Paris, c'est un groupe d'enseignement privé dans le supérieur. J'imagine que l'intelligence artificielle est au cœur de vos préoccupations, de la préoccupation des établissements. Que vous inspire le parcours de Ounia-Daya? Comment vous faites, vous, au Collège de Paris, pour inciter les établissements à s'occuper de cette question de genre dans le recrutement des élèves au sein des établissements? Alors, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est un sujet qui nous occupe parce que on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Ça vient révolutionner l'éducation. Sur cette question de genre en particulier, en fait, on se repose avec l'IA une question qu'on se posait déjà sur le digital ou sur les questions technologiques d'une manière générale. Parce que, en fait, le problème de l'accès des femmes dans le numérique, vous avez rappelé à juste titre tout ce que ça peut apporter à la société, à la technologie, à l'avancement. Ça a même été chiffré. Et on voit que sur le papier, le problème est assez simple à résoudre. Pour qu'il y ait plus de femmes dans le numérique, plus de femmes dans l'intelligence artificielle, il faut plus de femmes dans les formations au numérique et plus de femmes dans les formations à l'intelligence artificielle. Donc, sur le papier, c'est simple. Ensuite, il y a un problème qui est franco-français, qui est celui de la féminisation des écoles d'ingénieurs. C'est pour ça que votre parcours est intéressant, mais il est intéressant, mais il est d'une certaine manière atypique aussi parce que vous l'avez rappelé, c'est un parcours qui me tient à cœur parce que j'ai vécu au Liban. Donc, vous venez de Liban, un pays de tradition universitaire et où les gens ont l'habitude aussi de se projeter dans des carrières internationales et dans des quartiers intellectuels internationaux. Vous êtes venu par les sciences de gestion, c'est pas anodin non plus, c'est-à-dire que c'est un peu le parcours inverse de celui qui nous avait été donné, de quelqu'un qui vient des sciences de l'ingénieur et qui élargit sa réflexion aux humanités par toute la transdisciplinarité. Là, on a une démarche plutôt inverse, on part de sciences de gestion, donc plutôt de sciences humaines pour aller vers la technologie. Et ça me permet de répondre à votre question sur ce qu'on met en place pour féminiser ces filières.
Puisqu'en fait, vous avez deux manières. Vous pouvez dire, il faut qu'il y ait plus de femmes dans les écoles d'ingénieurs ou dans les filières scientifiques en général. Ça demande une réflexion assez longue parce qu'il faut remonter la filière au lycée, puis au collège. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Ça ne veut pas du tout dire que c'est un projet dont il ne faut pas s'emparer, mais malheureusement, il ne faut pas en attendre d'effet immédiat. C'est un truc qui va prendre mécaniquement du temps. En revanche, on peut faire des choses pour féminiser rapidement les formations au numérique et les formations à l'IA. Nous, on l'a fait dans une des écoles du Collège de Paris qui s'appelle Digital College, donc qui, comme son nom l'indique, est appliqué au métier du digital et numérique et dont les effectifs sont majoritairement féminins. Et comment ça s'est passé ? Ça s'est passé par un effet d'attraction sur des filières qui sont plutôt traditionnellement genrées et féminisées, qui sont le marketing, qui sont le web design, et qui ont servi en fait de pôle d'attraction à des jeunes femmes qui ont découvert après tout le champ des possibles dans le domaine technologique et qui se sont emparés d'outils digitales pour y faire déjà des débuts de carrière qui sont très, très prometteurs. Et je pense que l'IA va permettre ça. Parce que dans les sujets d'IA aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des sujets où on soulève le capot et où on s'intéresse au fonctionnement du moteur. Ça, c'est les gens qui vont travailler sur les algorithmes, sur le développement des performances de l'intelligence artificielle. Incontestablement, c'est des choses qui vont demander un bagage scientifique et des formations scientifiques de très haut niveau. Donc ça, pour avoir des femmes là-dedans, et vous avez souligné le cas d'OpenAI, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, mais ça demande, si on veut en avoir en France, qu'on réfléchisse à la filière ingénieur et à la filière scientifique très en amont. Mais en revanche, si on veut avoir des femmes dans tous les projets qui vont être rendus possibles par l'IA, c'est-à-dire tous les projets applicatifs, l'IA pour les juristes, l'IA pour les journalistes, l'IA pour le marketing, enfin, il y a la liste est infinie. Ça, je pense que des jeunes femmes peuvent s'en emparer tout de suite et maintenant, en venant en fait de filières sur lesquelles on va les trouver plus traditionnellement et en s'emparant de l'IA comme outil pour réaliser leurs projets et leurs rêves. Oui, merci beaucoup. Ça me permet de rebondir ce que vous dites sur des convictions qu'on partage au sein de la Fondation Femmes Numérique. C'est répondre à l'urgence tout en travaillant sur le temps long. Répondre à l'urgence, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est peut-être en bon français de l'upscaling et de la reconversion. Et puis le travail sur le temps long, c'est évidemment travailler sur tous les stéréotypes et les biais de genre qu'on peut avoir dans l'environnement, dans notre société aujourd'hui. On l'a vu, c'est pas forcément, nous on n'aime pas parler d'autocensure des femmes, on préfère parler de censure sociétale en fait. C'est aussi le poids de cette orientation qui ne doit pas peser uniquement sur les épaules des femmes. Merci beaucoup pour cette intervention. Je sais, Camille, au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que vous avez gagné un AMI CMA qui vous permet justement de répondre à cet enjeu, c'est-à-dire peut-être aller voir ce qui se passe sur des filières connexes aux filières numériques techniques pures, on va dire, pour aller essayer de repêcher là, dans l'urgence des jeunes femmes et des jeunes hommes, parce qu'on sait que la filière manque cruellement de ressources, que ce soit des filles ou des garçons. Alors, vous allez me pardonner, mais je vais peut-être pas réemployer les termes que vous avez employés. On ne va pas repêcher des jeunes femmes. Je pense qu'elles flottent très, très bien. C'est pas de ça qu'il s'agit. Effectivement, on a porté dans le cadre de France 2030, il y a eu cet appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, AMI, CMA. Et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été porteuse d'un projet qui, au dire de l'ANR qui nous a évalués, était assez original. Parce que l'idée que l'on portait, c'était que l'intelligence artificielle, devenant ubiquitaire, présente partout, dans tous les secteurs et dans tous les métiers, il était important de former à l'intelligence artificielle, non pas simplement les mathématiciens, les ingénieurs, les informaticiens, ce qu'on fait depuis très très longtemps, mais vraiment tout un chacun, et particulièrement dans les sciences humaines et sociales, qui sont donc les disciplines que j'ai citées tout à l'heure, qui sont des gens qui vont pratiquer toute une série de métiers qui, a priori, sont très éloignés de l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, on ne se préoccupait pas de questions d'intelligence artificielle dans le monde de la logistique, des transports, des ressources humaines, du droit, de l'administration, de l'agriculture, etc., ou de l'industrie, ou relativement peu en tout cas. Mais en fait, c'est en train de se transformer. Depuis quelques années, c'est en train de beaucoup bouger et on comprend désormais que personne ne va être à l'abri de transformations digitales véhiculées par l'intelligence artificielle. Et toutes les disciplines sont concernées, tous les métiers sont concernés et tous les profils sont concernés. Et c'est là que vient la question du genre et la représentation
des femmes particulièrement. Et donc, je m'inscris parfaitement dans ce qui a été dit jusqu'à présent. Hein. On est vraiment dans cette idée qu'il faut que tous nos étudiants, quelle que soit leur discipline, aient accès à une formation à une formation en intelligence artificielle, à l'intelligence artificielle. D'abord, il faut les attirer, ce qui n'est pas simple. Il faut leur faire comprendre que l'intelligence artificielle, ça les concerne, ça concerne leur discipline, ça intéresse scientifiquement leur discipline. Qu'on soit philosophe ou politiste ou juriste, on est intéressé par l'intelligence artificielle du point de vue disciplinaire. Et puis, ça les intéresse aussi parce que leurs métiers vont intégrer une dimension d'intelligence artificielle, soit parce que le secteur est complètement transformé. Alors, dans le monde du droit, c'est les legal tech, par exemple, soit parce que on va être amené à participer à des projets de digitalisation qui mettent en œuvre des technologies d'intelligence artificielle. Et ça nécessite quand même d'avoir quelques compréhensions de ce que sont son projet, de ce que sont ses progrès. Question de progrès d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup évoqué jusqu'à présent, mais qui mériterait aussi une certaine attention. Ça nécessite d'avoir une formation. Alors, sur d'abord le panorama de ce que sont les différentes formes d'intelligence artificielle, les différentes technologies d'intelligence artificielle, comprendre l'intelligence artificielle au moins en tant qu'outil. On a parlé de boîte noire tout à l'heure. À défaut de comprendre les ressorts techniques de l'intelligence artificielle ou des différentes technologies d'intelligence artificielle, être capable de mobiliser l'intelligence artificielle, ce qui peut aussi demander quelques petites compétences en programmation, en conception, etc. Et puis, surtout, avoir des compétences disciplinaires fortes relativement à l'intelligence artificielle dans les domaines de gestion, dans le domaine économique, dans le domaine du droit, qui va avoir beaucoup à dire et à œuvrer en matière d'intelligence artificielle. Et là-dedans, il faut que l'on s'adresse particulièrement aux publics qui peuvent être concernés. Dans la MICMA, hein, dans l'appel, on nous interrogeait sur le fait qu'on attire les femmes. Alors, dans une université de sciences humaines et sociales comme l'Université Paris 1, on a une majorité de publics féminins. Malgré tout, il faut qu'on réussisse à faire comprendre à nos étudiantes particulièrement qu'elles sont intéressées par ce sujet de l'intelligence artificielle et qu'elles ont absolument intérêt à se saisir de cette opportunité de formation nouvelle en intelligence artificielle, de la licence jusqu'au doctorat. Et puis peut-être que, en plus de cette offre de formation que l'on va leur proposer, il est intéressant aussi de se préoccuper de ce qui intéresse, de l'appétence de ces étudiantes. Récemment, depuis quelques années, on porte un master Gender Studies. Il y a beaucoup de femmes, évidemment, qui sont présentes parce que ce sont des préoccupations qui les intéressent. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi amener la question des Gender Studies sur le terrain de l'intelligence artificielle? La question de l'émancipation, qui est une question centrale politiquement depuis plusieurs années. La question des égalités aussi est une question qui préoccupe beaucoup le public des étudiantes et les femmes en général. Et c'est une question qui doit être centrale dans la formation ou les formations ou l'offre de formation en intelligence artificielle. Et j'évoque ça, mais j'aurais pu aussi citer le CARE, les solidarités, etc., qui sont des préoccupations habituelles des sciences humaines et sociales. Je pense qu'il faut transposer ces préoccupations-là dans les formations en intelligence artificielle, parce que aussi c'est une appétence qu'ont les femmes, pas naturellement, qu'ont les femmes, et que on ne peut pas se contenter d'avoir une offre de formation technique. Il faut que ce soit aussi une offre de formation qui soit pensée en cohérence avec les appétences des publics auxquels on veut s'adresser, et en l'occurrence particulièrement des femmes. Merci Camille. Je vais pousser avec une question supplémentaire. Vous êtes un homme engagé, vous nous l'avez rappelé, et ça fait du bien aussi pour les structures aujourd'hui qui traitent de ce sujet-là, d'avoir une représentation masculine sur le sujet. Une question un peu supplémentaire, mais je ne vais pas être étonnée de votre réponse. Il ne s'agirait pas non plus de finalement proposer des filières sciences humaines pour les filles et des filières scientifiques uniquement pour les garçons. Comment est-ce qu'on arrive à mieux mêler les deux et à ne pas parler uniquement finalement sciences humaines aux filles? Qu'est-ce que dans ces formations-là vous proposez pour que
justement, elles arrivent à un niveau de formation qui soit favorable à leur évolution professionnelle par la suite. De ce point de vue-là, je peux vous donner mon expérience particulière, puisque à l'Université Paris 1, on est porteur d'une formation en informatique qui s'appelle la MIAGE, qui existe dans différentes universités en France. Il y a une vingtaine de MIAGE en France. Et il se trouve que dans les formations en informatique, les MIAGE, donc, qui sont des masters informatiques appliqués à la gestion des entreprises, donc on est vraiment dans le monde de l'ingénierie des systèmes d'information, on a un public de filles qui est bien plus important que dans les autres formations en informatique ou dans les formations en ingénieur. Ce n'est pas le résultat d'une action volontariste de la part des porteurs de MIAGE, c'est depuis très longtemps comme ça. Et même si on œuvre beaucoup dans cette direction-là, on est toujours très préoccupé à attirer des publics féminins. Moi, dans mon laboratoire, il y a plus de la moitié des professeurs et maîtres de conférences sont des femmes, ce qui n'est pas le cas de tous les laboratoires en informatique, loin s'en faut. Donc déjà, il y a cette histoire de représentation dans le corps professoral qui est très important, mais il y a aussi le fait que les sujets qu'on porte sont, comme je le disais tout à l'heure aussi, des sujets qui intéressent les publics féminins. L'idée que l'informatique, ça n'est pas qu'un sujet complètement technique. Donc là, je parle de sciences de l'ingénieur, l'informatique au sens des sciences de l'ingénieur. Ça n'est pas qu'un sujet purement technique. Et même s'il faut coder, même s'il faut apprendre différents langages de programmation, même s'il faut apprendre différents paradigmes, même s'il faut être bon en algorithmique, même s'il faut être bon sur les questions des infrastructures, du middleware, des systèmes de gestion de bases de données, etc., il y a aussi, et c'est là que ça commence à intéresser les filles, la préoccupation de c'est quoi gérer un projet informatique? Comment est-ce qu'on fait pour concevoir des systèmes en tenant compte de la parole de toutes les parties prenantes? C'est quoi les parties prenantes? Comment est-ce qu'on mobilise la théorie du choix social pour faire en sorte qu'il y ait une certaine forme d'équilibre au moment de la négociation des exigences de ces différentes parties prenantes? Ça, ce sont des sujets en fait, qui intéressent les publics féminins. La communication, la relation interpersonnelle des personnes qui participent à un projet, ça, ce sont des sujets qui intéressent le public féminin. Et je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais je suis à peu près convaincu que c'est du fait que ces sujets sont au cœur de nos formations. On a vraiment des cours qui portent ces sujets-là, qui abordent ces sujets-là, et que c'est visible, et que ces sujets mettent l'humain en fait au cœur des technologies de manière réelle, de manière concrète, dans l'offre de formation. Ça intéresse en fait, ça attire l'attention des jeunes filles, et c'est ce qui fait qu'elles vont candidater à nos formations. Et c'est un peu ce qu'elles disent quand on reçoit les candidatures et qu'on auditionne. Pourquoi est-ce que vous voulez faire de l'informatique? Pourquoi particulièrement les MIAGE? Eh ben, c'est ça, c'est qu'elles veulent aussi être dans cette dimension de la gestion de projet au sens de la relation interpersonnelle, de créer de l'articulation entre les différentes personnes, la communication, etc. Et ça les intéresse. Donc il faut avoir une offre de formation en ingénierie qui intéresse tout le monde et notamment qui intéresse les femmes. Et pas simplement parce que ça intéresse les femmes, mais parce qu'en plus, c'est la technologie pour la technologie, c'est pas suffisant. On devrait plus former nos étudiants à ces questions qui sont des questions de conception, en fait, et qui intéressent tout le monde et qui permettent de produire des systèmes de meilleure qualité. Merci beaucoup pour cette précision. Effectivement, les études montrent que les filles préfèrent du sens en fait dans les missions plutôt que la technologie, enfin plutôt que la résolution du problème technologique, même si évidemment c'est drôle de résoudre un problème technologique. Mais ce qui va intéresser, on va le voir, on va reparler avec Abdou-Yada de l'objet de sa thèse qui nous intéresse, ce qui intéresse le genre féminin, si on peut dire. Les études le montrent, c'est le sens et l'aboutissement en fait qu'on met derrière le projet technologique. Viola, je vais revenir à vous. J'espère qu'on va vous entendre. Je voudrais juste checker que tout fonctionne bien. Est-ce que vous pourriez juste faire un petit test? Est-ce que vous m'entendez? C'est pas, je crois que c'est pas bien. C'est pas terrible. Et la régie, est-ce que juste vous pouvez me faire un retour? J'aurais bien aimé qu'on entende Viola malgré tout. Vraiment désolée, je suis sur un réseau fixe, donc c'est bizarre. Je suis vraiment sincèrement désolée, Viola, mais en fait, on ne vous entend vraiment pas et je crains que...
Oui, très, oui, très alors léger, en fait. continuez si ça ne marche pas. Désolée. Vraiment, voilà. Mais en tout cas, il y a le sujet de l'IA dans l'éducation. On va peut-être aussi y revenir, parce que je sais qu'en plateau, on a des personnes qui peuvent en parler. Et du coup, je vais revenir à Olivier. Je suis confuse, Viola. J'aurais tant aimé que vous soyez en plateau avec nous aujourd'hui, mais vous êtes à Lausanne, je crois, hein. Donc, voilà. Mais À Genève. à Genève. Bon, j'espère qu'on pourra refaire une table ronde et mieux parler ensemble la prochaine fois. Olivier, j'ai vu qu'il y avait une de vos écoles, Ascensia, qui a créé une chaire sur l'inclusion, parce que, enfin voilà, je trouve que l'exemple de Camille Salinesi est intéressant. C'est-à-dire qu'on crée une formation qui, dès la conception, va répondre aux attentes du public féminin, parce que c'est un peu souvent, on le voit bien aussi dans les recrutements, c'est-à-dire qu'on se dit tiens, il n'y a pas de femmes qui ont recruté, mais est-ce qu'on a bien regardé l'annonce? Est-ce que l'annonce n'est pas trop technique? Est-ce que voilà, les études montrent que les femmes, je ne sais pas si vous avez vu ça, voilà, souhaitent cocher 90% des lignes d'une annonce, même si elles sont techniques, alors que les hommes ont plutôt tendance à y aller, même s'ils ont 50% uniquement des compétences qui sont citées. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait des écoles qui travaillaient sur ce sujet-là d'inclusion. Vous formez des dirigeants, des dirigeantes, des entrepreneurs. J'ai envie de poser une question un peu provocante. Est-ce qu'on peut rester dans l'immobilisme, en fait? Il y a une question qui est liée à l'éducation nationale, c'est sûr, sur laquelle on peut agir, mais qui va nous demander du temps, de la volonté politique, de l'engagement de toutes et de tous. Voilà, mais est-ce que nous, voilà, collectivement, on peut rester dans l'immobilisme? Non, je pense qu'il faut agir et il faut agir sans, je pense, s'empêcher par autosatisfaction. J'ai donné quelques exemples de trucs qu'on je trouve qu'on a pas mal réussi, par exemple la féminisation de cette école. Mais au fond, cette chaire sur l'inclusion, elle fait le constat que, si vous voulez, vous avez deux sujets. Vous avez la question du recrutement, et en l'occurrence dans ce qui nous intéresse, de la féminisation du recrutement dans le numérique et dans l'IA. Et après, vous avez la question qui est très fréquente, hein, sur les discriminations de genre, du plafond de verre, sur lequel il y a, je pense, beaucoup de chemin à parcourir. Parce que, au fond, le recrutement, je pense que ça va s'arranger assez naturellement, malheureusement pas par bonne volonté, mais par intérêt. Pourquoi par intérêt? Parce que vous avez dû voir, il y a un article qui est passé récemment sur la dépopulation qui montre qu'on le savait pour l'Europe, mais maintenant, manifestement, le monde est entré dans une phase de dépopulation. Et on voit mal comment, dans un univers où on va avoir un besoin de compétences partout, l'économie mondiale va se priver de la moitié de l'humanité. Donc, il n'y a pas tellement de doute que les discriminations au recrutement, on espère autant que possible au salaire, parce que la dépopulation, ça crée un rapport de force qui n'est plus le même. On peut espérer raisonnablement qu'elle se règle, en fait. En tout cas qu'elle s'améliore. Mais c'est une chose de dire on va recruter davantage de femmes dans le numérique, davantage de femmes dans l'IA et davantage de la tech. C'en est une autre de dire les futures dirigeantes des sociétés de la tech, les futurs CTO, les futurs licornes ou milliardaires, enfin, là-dedans, est-ce qu'il y aura suffisamment de femmes? Est-ce qu'il y aura au moins autant de femmes que d'hommes? Ça, on n'y est pas aujourd'hui, c'est une certitude. Et malheureusement, je ne suis pas très sûr qu'on s'y dirige. Et donc, je crois qu'il y a un enjeu extrêmement fort qui est aussi la formation continue, la formation tout au long de la vie, la formation des futurs dirigeantes, l'équivalent en quelque sorte du rôle qu'ont joué le MBA dans les années 80-2000 dans la promotion sociale. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des décideuses dans les domaines de la tech et de l'IA, et pas seulement des recrutements plus mixtes. Merci. Ounyadaya, est-ce que vous avez mené votre premier projet, finalement, c'est un projet très porteur de sens, lutter contre le blanchiment d'argent. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous expliquer pourquoi ce sujet vous était cher? Oui. Alors peut-être pour un peu revenir sur vos idées, en fait, moi, dans mon sujet de thèse ou dans mon travaux de recherche, sur les solutions basées sur l'IA et qui sont nommées les solutions RegTech, c'est l'abréviation de Regulatory Technology, je me suis intéressée sur deux aspects. Donc, l'aspect de un peu la collaboration entre homme-machine dans le processus de conformité, mais aussi un peu la conception de ces solutions. Même si je n'ai pas codé, parce que voilà.
Mais j'ai compris comment ça se fait les choses. Alors pourquoi ce sujet? Parce que, je ne sais pas si c'était la question, mais en fait, aujourd'hui, dans le département de conformité, la détection de fraude devient de plus en plus difficile parce qu'il y a une exigence très forte, une augmentation des tensions géopolitiques, ce qui fait qu'il y a encore plus de réglementation, donc des volumes de données très volumineuses et tout, donc ce qui demande une analyse de données qui peut pas être, qui peut pas être faite par les humains. Et c'est là où on adopte de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi là la difficulté parce que là où j'ai fait mon terrain, l'intelligence artificielle ou ces solutions basées sur l'IA, c'était adopté par des régulateurs, pardon, par des éditeurs externes. Et donc, il fallait faire cette partie de communication, comment on adopte et on utilise ces technologies dans le processus de conformité, parce qu'il y a les enjeux d'infrastructure, de culture qui rentrent en jeu. Et donc, c'était un peu la partie dans mes travaux de recherche. Mais pour vous dire que je ne travaille pas seulement sur les banques et seulement dans ce terrain, mais j'ai aussi, je fais de la recherche sur l'intelligence artificielle générative dans les industries de télécommunications. On étudie les impacts de ces technologies sur les différents métiers, notamment les systèmes d'information avec tout ce qui sort Copilot, GitHub et tout. Et sur les compétences qui sont requises aujourd'hui, les hard skills et les soft skills. Donc voilà, c'est ça mes travaux en gros. D'accord, merci beaucoup. On va conclure avec une question pour Camille. Moi, je parle souvent de... Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, quand on parlait de cybersécurité, par exemple, c'était plutôt vu comme un coût. Si on pouvait s'en passer, on essayait de s'en passer. Aujourd'hui, je pense qu'aucune organisation ne se dit que la cybersécurité est une option. Donc, pour notre sujet, je parle souvent d'éthique by design, de gender by design. Est-ce qu'on peut, dès la conception d'un produit, dès la conception d'une solution numérique IA, on peut inclure cette notion de diversité? Voilà, donc éthique by design, est-ce que ça vous parle, Camille? Alors, ça me parle d'autant plus que le by design est ce que je soutiens scientifiquement. Je crois qu'il faut déjà garder à l'esprit dans cette approche by design qu'il y a des enjeux économiques qui sont colossaux et des tas de gens qui n'ont pas du tout envie de faire de l'éthique by design ou du gender by design parce que en fait, ce qui les intéresse, c'est autre chose. On l'a déjà vu avec les réseaux sociaux, capter de la donnée et développer une économie, voilà, une économie colossale. C'est beaucoup d'argent, la donnée. Et l'intelligence artificielle, les dispositifs d'intelligence artificielle sont de nouvelles manières de capter des données et surtout des données qui sont de caractère particulier, puisque ce sont des données qui vont être de plus en plus intimes. Donc on a d'un côté des GAMAM, des GAFAM, qui n'ont pas du tout envie de faire du gender by design ou de l'éthique by design. Et d'ailleurs, ils ont viré à peu près tous leurs éthicistes. Ça ne nous a pas échappé. Et de l'autre côté, une préoccupation sociale, sociétale, qui est celle du respect de nos droits fondamentaux, de nos intérêts, de nos préoccupations, de nos souhaits, désirs, voire parfois exigences. Or, la préoccupation de la prise en compte des exigences, on peut difficilement la faire a posteriori. On peut la faire tout au long du cycle de vie d'un système, mais malgré tout, ça se prépare, ça se pense à l'avance. Et même si on découvre des inégalités, même si on découvre que le design n'a pas été fait ou qu'il n'est pas satisfaisant a posteriori, ce n'est qu'avec une véritable démarche que l'on peut améliorer nos systèmes. Donc il faut préparer le terrain, il faut avoir déjà une démarche, il faut avoir une méthodologie, il faut avoir une architecture de système et il faut avoir une manière de penser le cycle de vie de nos systèmes d'intelligence artificielle pour pouvoir faire en sorte que, par conception, les systèmes soient conformes à nos attentes. Et il faut surtout se préparer à une lutte
très très importante, avec un certain nombre d'acteurs économiques extrêmement puissants qui n'ont pas du tout envie qu'on soit dans cette démarche-là, et encore moins en conformité avec des textes qui les dérangent. On va lutter toutes et tous ensemble. Gender by design, on fait ça? Très bien. Merci beaucoup à toutes et tous pour ces interventions. Et puis, donc, je laisse la suite du programme avec nos organisateurs. Merci beaucoup. Merci à Peggy Vicomte, déléguée générale de la Fondation Femmes Numérique, avec ses invités. Merci à tous ceux qui suivent le live sur live.collegedeparis.tv. Quelques instants pour vous rappeler que la journée est co-organisée par l'Ascensia Business School, qui est une école du groupe Collège de Paris, et l'Internet Society France. Et que cette journée s'inscrit aussi dans le cycle IA et Humanité, qui a été initié au sein de l'université Sorbonne Nouvelle.